Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un fait divers qui remonte à l'année 2010, lorsque, dans une zone portuaire d'Oakland, en Californie, un père de famille a été retrouvé sauvagement assassiné dans un entrepôt désaffecté. Bien plus tard, en 2020, le fils de la victime est revenu dans ce quartier chargé de tensions et de souvenirs pour exiger des comptes. Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car votre soutien m'encourage énormément à partager avec vous ces histoires aussi tragiques que fascinantes. L'homme qui a perdu la vie en 2010 s'appelait Jacob Jack Evans. Il était alors âgé de 48 ans, de taille imposante et arborait une carrure suffisamment robuste pour conduire des camions de marchandises, comme il l'avait fait depuis des années. Jacob avait la réputation d'être un homme travailleur qui rêvait de sortir sa famille d'un environnement parfois périlleux. Il vivait dans un quartier modeste près du port d'Oakland, où les docks et les routes industrielles s'étendaient sur des kilomètres de terrain. De nombreux bâtiments y étaient laissés à l'abandon, et plusieurs bandes criminelles profitaient de cette géographie morcelée pour y mener trafic et affaires louches. Malgré ce climat, Jacob paraissait déterminé à tenir ses proches à l'écart des dangers qui guettaient à chaque coin de rue. Son entourage le décrivait comme un père protecteur, attentif, et notamment très proche de son fils unique, Ethan Evans. À l'époque des faits, Ethan n'avait que 12 ans. On se souvient de lui comme d'un garçon réservé, les cheveux foncés, plutôt minces, parfois rêveurs, parfois trop sérieux pour son âge. Les voisins racontaient qu'Ethan passait son temps libre à aider son père à laver le vieux camion dans leur allée, ou à discuter de tout et de rien dans le petit salon familial, un espace très simple mais rempli de souvenirs. On voyait souvent Jacob faire preuve d'une certaine tendresse envers Ethan, comme s'il cherchait à le prémunir de tout mal. Le garçon était inscrit à l'école publique du quartier et semblait jusque-là suivre son cours de vie sans encombre. La mère d'Ethan, une personne discrète, restait souvent à la maison, absorbée par ses tâches quotidiennes ou des petits emplois temporaires qu'elle parvenait à trouver. Loin d'être extravagante, cette famille donnait l'image d'un foyer uni, avec des projets modestes, quelques inquiétudes financières et un amour sincère en guise de ciment. Toutefois, la réalité cachait des ombres que personne ne soupçonnait pleinement. Les habitants de la rue croyaient connaître la famille Evans, mais ils ignoraient que Jacob, en plus de conduire son camion pour des entreprises légitimes, arrondissait ses fins de mois en transportant parfois des marchandises illégales. Dans cette partie d'Oakland, il arrivait fréquemment que certaines cargaisons ne soient pas tout à fait conformes à la légalité, et Jacob, selon ce qui se révélerait plus tard, n'était pas étranger à ce genre d'arrangement. Personne ne s'en serait douté si le drame n'était pas survenu. Les proches de Jacob, notamment un membre de la famille plus âgée et quelques connaissances du voisinage, se souviennent de lui comme d'un homme sympathique et sans histoire, mais cet avis n'était pas partagé par tous. Il semble qu'il entretenait des relations ambiguës avec un groupe de 5 individus implantés depuis plusieurs années dans le milieu criminel local. Cette bande, reconnaissable à sa manière de fonctionner, était composée de Marcus Red Watson, Leonard Leo, Brooks, Trevor Trev, Will Cox, Mike Cassidy et Emmanuel Manny Harris. Leurs noms revenaient souvent dans les rumeurs de quartier, dans certains dossiers de police ou dans les discussions anxieuses d'habitants inquiets. S'il n'y avait aucune preuve irréfutable au départ, plusieurs éléments laissaient entendre qu'ils géraient un trafic de drogue de niveau intermédiaire, qu'ils participaient à de petits braquages et qu'ils restaient toujours aux aguets pour des opportunités plus lucratives. Le chef, ou en tout cas celui qui faisait figure de cerveau du groupe, était Manny Harris. Il avait la quarantaine passée et gérait prétendument les finances et les contacts politiques. C'était un individu réputé
pour sa capacité à échapper aux enquêtes officielles grâce à des relations troubles avec des figures influentes de la ville. L'impulsif Marcus Red Watson portait une balafre caractéristique au-dessus de l'œil gauche. Ses colères soudaines et sa carrure impressionnante faisaient de lui un homme craint et peu enclin à la négociation. Léonard, Léo. Brooks, plus loquace et séducteur, servait souvent d'intermédiaire pour négocier des affaires délicates. Trevor, Trev, Wilcox, ancien adepte de courses urbaines, gérait la partie logistique et se vantait d'être un as du volant quand il fallait semer d'éventuels poursuivants. Mike Cassidy, le plus silencieux de la bande, se distinguait par un regard froid et peu expressif, et tout le monde s'accordait à dire qu'il était le plus dangereux dès qu'il s'agissait de passer à l'acte. À un moment donné, Jacob Jack Evans se serait retrouvé impliqué avec cette bande pour un deal, peut-être même plusieurs. Des bruits de couloir laissaient entendre qu'il transportait de temps en temps des produits illicites dans son camion, tirant un petit revenu supplémentaire de cette activité. Toutefois, il restait très prudent car il ne voulait pas compromettre l'équilibre de sa famille. D'autres racontaient que Jacob avait tenté de stopper ses associations criminelles, effrayé par l'ampleur du trafic et les risques encourus. Personne ne savait vraiment où se situait la vérité. Puis, un soir de 2010, quelque chose se produisit dans un entrepôt désaffecté, à proximité des docks de Auckland. Le crime fut découvert de manière fortuite. Un voisin de l'entrepôt, en promenade matinale avec son chien, avait remarqué que le portail principal était légèrement entrebâillé. L'endroit, d'ordinaire totalement clos, présentait des traces de cadenas forcés. Curieux, mais inquiet, ce passant s'aventura à l'intérieur et sentit très vite un parfum de rouille et une odeur désagréable qui trahissait la présence de quelque chose d'anormal. En s'approchant d'un recoin où s'amoncelaient des caisses de bois cassées, il aperçut un corps étendu sur le sol, meurtri, baignant dans une mare de sang déjà coagulé. La vision d'horreur le fit reculer aussitôt et il alerta sans délai la police. Les agents arrivèrent peu après, bloquèrent la zone et appelèrent rapidement les spécialistes de la police scientifique. Lorsque l'on examina le portefeuille du défunt, on découvrit le nom de Jacob Evans, 48 ans. L'enquête de la police criminelle débuta immédiatement, menée par un enquêteur chevronné, accompagné de son collègue plus jeune. Les deux passèrent au vu des heures à observer le moindre indice au sein de l'entrepôt. L'analyse préliminaire laissait présumer que la victime avait subi un passage à tabac d'une rare violence. Des hématomes se dessinaient sur le visage et sur plusieurs parties du torse. Les bras portaient des plaies de défense, signe que Jacob avait tenté de se protéger avant de succomber. Les entailles trop mortelles, découvertes sur l'abdomen et la poitrine, prouvaient que des objets tranchants, probablement des couteaux ou des lames improvisées, avaient été utilisés. Plusieurs flaques de sang et des coulures sur le sol montraient que l'agression avait peut-être duré, ce qui laissait penser à un acte rageur, planifié, ou du moins exécuté avec une détermination extrême. Les premières pistes se tournèrent vers des possibles dettes de jeu ou des contentieux dans le cadre du travail de Jacob. Les enquêteurs explorèrent les registres de l'entreprise de transport qu'il employait. Rien d'anormal n'apparut au premier coup d'œil. Il était décrit comme un salarié consciencieux, apprécié de ses supérieurs, peu enclin à faire des vagues ou à réclamer plus que son dû. Toutefois, certaines personnes de la direction, par crainte ou par prudence, s'étaient montrées laconiques. Il en fallut davantage pour orienter les soupçons sur des motifs criminels liés à un simple conflit professionnel. L'idée fut donc explorée qu'il pût s'agir d'un règlement de compte lié à un trafic. La police scientifique préleva sur place des empreintes de pas partiellement effacées, des traces de pneus laissant penser qu'un véhicule de taille moyenne ou un pick-up avait stationné à l'intérieur, et un mégot de cigarette.
Or, après analyse, ce mégot ne portait aucune trace d'ADN exploitable. Le dispositif de vidéosurveillance de la zone s'avéra rudimentaire ou inexistant. L'entrepôt, abandonné depuis plusieurs mois, n'avait plus d'électricité. Les alentours présentaient un paysage désolé, fait de containers, de grillages rouillés et de plateformes de chargement désertées. Le voisinage ne livra aucune preuve, sinon quelques bruits de lutte entendus dans la nuit, trop vagues pour identifier des voix ou un nombre précis d'agresseurs. Très vite, l'enquête s'enlisa, laissant la famille de Jacob sans réponse claire. Ethan, le fils de 12 ans, vécut cette tragédie comme un choc indicible. Il voyait son monde s'effondrer du jour au lendemain, perdait son point de repère le plus important. Devant l'absence de pistes tangibles, la famille décida de déménager, et un membre plus lointain du foyer les accueillit dans un état voisin, où l'on espérait se reconstruire loin d'Oakland. La douleur ne disparut pas, cependant. Les questions restaient entières. Pourquoi tuer un simple conducteur de camion d'une manière aussi barbare? Y avait-il un message derrière ce meurtre? Personne ne put y apporter de réponse, et peu à peu, la mémoire collective du quartier s'émoussa. Certains n'évoquaient plus Jacob Evans que comme une victime anonyme, sur laquelle on ne s'attardait plus. Pourtant, en coulisses, des bruits couraient à propos d'un groupe de 5 individus qu'on voyait régulièrement rôder autour des docks. Les enquêteurs avaient déjà entendu parler de Marcus, Red, Watson, Leonard Leo Brooks, Trevor Trev Wilcox, Mike Cassidy et Emmanuel Manny Harris. Mais, faute de preuves directes, aucune inculpation n'eut lieu. Les indices matériels restaient trop minces et les personnes qui auraient pu témoigner redoutaient pour leur sécurité. Dans ce quartier d'Oakland, il n'était pas rare que les témoins potentiels préfèrent se taire par peur de représailles. De plus, Manny Harris, grâce à ses soutiens politiques et à un avocat habile, parvint à couper court aux rumeurs ou à décrédibiliser toute tentative de l'impliquer dans cette affaire. Le dossier sur la mort de Jacob Evans tomba peu à peu dans l'oubli des archives non résolues. Les années passèrent. Ethan grandit loin de sa ville natale. Ceux qui eurent l'occasion de le côtoyer dans cet autre état décrivent un adolescent calme, assoiffé de compréhension, portant en lui un mélange de douleur et de détermination. Il s'investit dans des sports de combat, tels le kickboxing, et afficha souvent un regard sombre, comme s'il revivait sans cesse une scène tragique qu'il ne parvenait pas à chasser de sa mémoire. Un proche de la famille notait qu'il parlait rarement de son père, mais que lorsqu'il le faisait, il manifestait une profonde tristesse et, parfois, une colère à peine contenue. Les gens autour de lui ne comprenaient pas pleinement la nature de cette colère, mais il était évident que le jeune homme n'avait jamais fait le deuil de cette perte brutale. En 2020, Ethan avait 22 ans. C'est à cet âge qu'il décida de retourner à Oakland. Il n'annonça pas franchement ses projets, se contentant d'expliquer qu'il devait régler de vieux comptes et qu'il souhaitait trouver un emploi temporaire dans la zone portuaire. La famille qui l'hébergeait tenta de l'en dissuader, craignant qu'il ne cherche des ennuis ou qu'il se mette en danger. Mais personne ne put le retenir. Il s'arrangea pour louer une chambre dans un immeuble délabré non loin du port, tissant au passage une relation discrète avec quelques associations locales consacrées à l'aide aux victimes de crimes et à leurs familles. Il n'utilisa pas son vrai nom pour certains documents, dans le but de ne pas attirer l'attention. Les rumeurs de la rue dirent plus tard que le nouveau venu dans le quartier, un jeune homme mince, silencieux, au regard pénétrant, passait ses soirées à questionner quiconque se souvenait des événements de 2010. Ethan n'était plus un enfant. Il avait cultivé une détermination froide et calculée, passant des heures entières à fouiller des dossiers, retrouvant d'anciens rapports de police,
il se rapprocha d'un ancien enquêteur désormais à la retraite, qui, face à la fascination du jeune homme pour ce vieux dossier, se montra d'abord réticent, puis finit par partager certains détails confidentiels. Ce retraité évoqua la possibilité qu'un témoin clé, jamais interrogé à l'époque, détenait des informations cruciales sur la présence de Marcus Watson et de Leonard Brooks aux abords de l'entrepôt le soir du meurtre. Il expliqua aussi que, plus haut dans la chaîne de commandement, quelqu'un avait volontairement freiné l'enquête pour ne pas déranger des personnalités engagées dans des transactions illégales. En échangeant avec ce retraité, Ethan comprit que si son père était mort dans un guet-apens, ce n'était pas nécessairement un simple hasard. Il y avait peut-être une dimension de représailles à son égard. La détermination d'Ethan le mena à s'approcher de plusieurs individus du quartier. Certains étaient d'ex-petits voyous, d'autres de simples témoins passifs. Et tous se souvenaient vaguement de la terreur qui régnait quand on parlait de la bande de Manny Harris. Une personne ayant travaillé autrefois dans un bar miteux, près du port, rapporta qu'elle avait vu, quelques jours avant le meurtre, Jacob Evans entrer en catimini dans l'établissement pour rencontrer Marcus Watson et Leonard Brooks. La tension était palpable, selon ce barman, car on y entendit des éclats de voix étouffés, des insultes, puis Jacob serait sorti en trombe, l'air nerveux et livide. Le barman se garda toutefois de s'attarder sur les détails, craignant de faire ressurgir de vieux démons. Mais Ethan sut qu'il tenait là un premier fil à tirer pour dévoiler ce qui s'était vraiment passé. De fil en aiguille, le jeune homme découvrit que son père n'était pas la personne exemplaire qu'il avait idéalisée. Les confidences glanées de part et d'autre laissaient apparaître un passé trouble, où Jacob, sous sa rudesse de camionneur et son air protecteur, trempait dans des affaires louches depuis déjà un certain temps. Il participait à des opérations de contrebande, transportant de la drogue pour le compte de Manny Harris. Or, d'après plusieurs récits, Jacob se serait mis à conserver pour son propre profit une partie de la marchandise ou à dissimuler des sommes d'argent. Sa motivation restait incertaine. Certains supposaient qu'il voulait économiser pour sortir définitivement sa famille de cet enfer. D'autres pensaient qu'il nourrissait l'espoir de créer son propre réseau, ou qu'il songeait même à faire chanter la bande pour échapper à cette vie. Quelles que fussent ces raisons, c'était manifestement un jeu dangereux, et la réaction du groupe ne s'était pas fait attendre. Dans son enquête, Ethan réussit à reconstituer certaines pièces manquantes. Il arriva à mettre la main sur des copies de relevés bancaires que son père avait ouverts sous un autre nom et qui montraient des dépôts successifs de petites sommes d'argent accumulées sur plusieurs mois. Ces dépôts semblaient correspondre à l'époque de la collaboration supposée entre Jacob et le gang. De plus, un vieux rapport de police, auquel le jeune homme eut accès par le biais d'un contact administratif compréhensif, indiquait que Jacob avait fait, peu avant sa mort, un signalement anonyme sur des transactions suspectes visant des politiciens locaux. Les noms de ces politiciens n'étaient pas explicitement écrits, mais on comprenait qu'ils appartenaient à la sphère municipale d'Oakland et qu'ils jouaient un rôle dans la protection de certaines activités criminelles. Les notes griffonnées dans les marges laissaient penser qu'un officier supérieur avait décidé de classer le dossier, évoquant un manque de preuves ou un risque diplomatique trop élevé. Ethan sentit sa colère grandir, moins envers les meurtriers de son père qu'envers l'homme que Jacob était devenu en secret. Ce fut un choc immense de comprendre que celui qu'il admirait, tant lorsqu'il était enfant, avait sans doute contribué à l'expansion du crime local. Le même père qui l'avait mis en garde contre la violence dans les rues, qui voulait l'envoyer à l'université, jouait un double jeu. Cependant, la rage et l'incompréhension ne firent que redoubler la volonté d'Ethan de faire triompher la vérité. Il commença à enregistrer des témoignages, à prendre des photos de lieux où, 10 ans plus tôt, des transactions s'étaient déroulées.
il établit des liens entre la disparition de certains colis et la comptabilité occulte du gang. Puis, par le biais de méthodes dont il évitait de parler, il se procura des documents compromettants, probablement issus de serveurs informatiques municipaux, prouvant la collusion entre Manny Harris et quelques figures politiques. Il regroupa ces éléments dans un dossier virtuel, craignant à tout moment de se faire surprendre. Dans le même temps, la rumeur de son retour se répandit. Les 5 hommes qui formaient la bande ne se fréquentaient plus aussi étroitement qu'avant. Marcus Red, Watson et Leonard Leo, Brooks, gardaient un pied dans le trafic, mais semblaient se livrer à un désaccord sur la marche à suivre, tandis que Trev Wilcox et Mike Cassidy agissaient davantage en indépendants. Manny Harris, lui, continuait d'user de ses relations pour se prémunir de toute enquête trop fouillée. Malgré tout, ces individus conservaient un certain lien, ne serait-ce qu'à travers les réseaux clandestins qu'ils avaient créés. Apprenant le retour d'Ethan Evans, ils comprirent qu'un danger pouvait les menacer, car plus personne dans le quartier ne l'ignorait. Ce jeune homme avait de la suite dans les idées et n'allait pas lâcher prise. La crainte de voir réapparaître un dossier criminel oublié les poussa à discrètement se renseigner sur ses intentions. Ethan, quant à lui, continuait de progresser dans ses recherches. Il s'introduisit un soir dans un ancien local où Red, Brooks et 2 autres acolytes se retrouvaient parfois pour stocker du matériel. Au milieu de la poussière et des caisses en carton, il mit la main sur des agendas partiellement brûlés, des feuilles d'inventaire de drogue et des noms de code qui trahissaient l'existence d'opérations régulières. Il y avait également plusieurs photographies jaunies montrant Jacob, affable, en train de partager un repas avec la bande comme s'ils étaient amis de longue date. Dans un coin de la pièce, on distinguait des traces de sang séché, vestiges de possibles affrontements passés. La découverte de ces lieux conféra au jeune homme une certitude. Son père n'était pas qu'une victime hasardeuse. Il avait fait partie intégrante de ce milieu brutal, et sa mort avait jailli d'une trahison interne. Peu à peu, l'ombre de la vérité se clarifiait. Les 5 hommes avaient découvert que Jacob détournait une partie de la marchandise, et surtout qu'il envisageait de tout révéler à la police, possiblement pour négocier une immunité ou se venger d'un mauvais partage de profit. Pour Manny Harris, cela représentait un risque inacceptable. Compromettre des élus locaux, menacer la stabilité du réseau criminel, tout cela faisait de Jacob un élément à éliminer. Il paraît évident que l'entrepôt désaffecté devint le lieu choisi pour tendre un piège. Jacob aurait reçu un appel ou un message lui disant de s'y rendre pour régler une affaire en suspens. Pensant naïvement pouvoir négocier, il s'y rendit seul. Il fut roué de coups par l'ensemble du groupe, puis poignardé à plusieurs reprises. Une fois le forfait accompli, le gang quitta les lieux, laissant le corps, persuadé que personne ne remonterait jamais jusqu'à eux. À mesure qu'Ethan accumulait ses preuves, il envisagea plusieurs possibilités. Au fond de lui, la soif de vengeance grondait. Il avait grandi en apprenant à manier ses poings et à maîtriser des techniques de combat rapprochées. Un sentiment diffus l'incitait à régler lui-même la situation, en faisant payer à chacun le prix de la souffrance qu'il avait endurée toutes ces années. Et pourtant, le surgissement de la vérité quant aux activités de son père l'ébranlait. Comment se venger de la mort d'un homme qui n'était peut-être pas aussi irréprochable qu'on se l'imaginait? Pouvait-il punir le meurtre sans cautionner pour autant la double vie que Jacob menait? Malgré ses tourments, le jeune homme continua sa mission. Il approche des représentants d'une organisation locale d'aide aux victimes, sachant qu'il pourrait l'orienter vers des avocats ou des personnes de confiance aptes à utiliser son dossier. Au sein de ce groupe, il rencontra un médiateur aguerri au rouage bureaucratique de la police. Celui-ci expliqua à Ethan
qu'il n'était pas simple de déterrer une affaire aussi ancienne, sans un faisceau de preuves solides et clairement exploitables. Il lui conseilla de tout compiler en un dossier clair, daté, et de le confier à quelqu'un de haut placé et au-dessus de tout soupçon, peut-être un procureur intègre ou un détective déterminé à faire la lumière sur cette page sombre de l'histoire d'Oakland. Dans une ultime manœuvre, Ethan parvint à débusquer une preuve quasi irréfutable, un enregistrement vidéo trouvé sur un disque dur oublié dans l'un des anciens locaux du gang. La séquence, de qualité médiocre, montrait Jacob en train de se disputer avec Marcus Watson et Manny Harris, tandis que Leonard Brooks se tenait en arrière-plan, l'air nerveux. On pouvait entendre quelques bribes de conversation, suffisamment explicites pour comprendre que Jacob menaçait de tout révéler si on ne le laissait pas quitter cette vie de trafic. Manny lui jetait alors des injures, puis la vidéo s'interrompait abruptement. On ignorait qui avait filmé la scène. Ce document, associé aux autres indices, formait un dossier accablant pour la bande. Ethan sut que cette trouvaille signerait probablement la fin de l'impunité de ces hommes, du moins s'il la rendait publique ou la livrait aux autorités compétentes. Les réactions de la bande furent diverses lorsque l'étau commença à se resserrer. Marcus Watson et Leonard Brooks, pris de panique, commirent l'erreur de se montrer violents envers un employé de station-service qui avait relayé l'histoire du retour d'Ethan. Ils cherchèrent à l'intimider, ignorant qu'il existait désormais un faisceau de preuves bien plus conséquent qu'un simple témoignage. Trevor Wilcox et Mike Cassidy, conscients qu'ils étaient en train de devenir de potentiels fugitifs, préparèrent leur fuite. Ils disparurent, même du paysage pendant quelques jours, abandonnant leurs repères habituels. Manny Harris, lui, tenta d'utiliser ses appuis politiques pour étouffer l'affaire. Mais cette fois, le scandale était trop grand, et plusieurs figures publiques, sentant le vent tourner, préférèrent se dissocier de lui pour éviter d'être entraînés dans un vaste dossier de corruption. Soudain, le destin de l'enquête bascula. Une division d'investigation spéciale, probablement alertée par des canaux internes, s'empara du dossier. Sous la pression médiatique naissante, et avec l'aide du procureur local, la police opéra une vague d'arrestations. Marcus Red, Watson et Leonard Leo Brooks furent cueillis à leur domicile et inculpés pour meurtre et appartenance à une organisation criminelle. Manny Harris, après une course-poursuite avortée, se rendit à la police, niant toute implication et clamant qu'il s'agissait d'un complot organisé pour lui nuire. L'instruction mit au jour des éléments prouvant qu'il avait payé des intermédiaires pour faire chanter certains élus. Trevor Wilcox et Mike Cassidy, eux, réussirent à passer la frontière d'un autre État. Et à ce jour, malgré des avis de recherche fédéraux, ils n'ont plus jamais refait surface. Dans le procès qui s'ensuivit, le parquet présenta un dossier volumineux, étayé par les découvertes d'Ethan et par le concours de la police scientifique, qui put confirmer la présence de traces de sang appartenant à Jacob Evans sur des objets retrouvés chez les accusés. On diffusa également l'enregistrement vidéo, mettant en scène Jacob face aux menaces de Manny Harris et de Marcus Watson. Les avocats de la défense s'évertuèrent à discréditer la réputation de la victime, arguant que Jacob était lui-même impliqué dans des activités criminelles, que sa mort relevait d'un différend entre malfaiteurs. Cependant, la gravité des faits, la préméditation du meurtre, ainsi que la brutalité de l'attaque jetèrent l'opprobre sur les accusés. Les propos de la défense ne suffirent pas à éteindre la responsabilité encourue pour un homicide d'une telle sauvagerie. Le juge, une femme réputée pour sa fermeté, insista dans son réquisitoire sur le fait que, malgré les torts qu'aurait pu avoir Jacob, personne n'avait le droit de s'ériger en justicier et qu'aucune activité illégale de la victime ne pouvait justifier un meurtre violent et collectif. Les procureurs insistèrent sur la dimension exemplaire de ce procès. Il devait mettre fin à l'impunité qui régnait depuis longtemps dans les docks d'Oakland. Plusieurs témoins vinrent à la barre
pour témoigner d'intimidations passées de la part du gang, décrivant des comportements dignes d'une mafia locale. Les jurés, sensibles aux éléments tangibles et aux preuves irréfutables, rendirent un verdict de culpabilité contre Marcus Watson, Leonard Brooks et Manny Harris pour conspiration criminelle, homicide avec préméditation et corruption aggravée, tout en renvoyant le dossier de Trevor Wilcox et Mike Cassidy à la catégorie des fugitifs recherchés. Lors du prononcé du jugement, l'émotion fut palpable dans la salle. L'opinion publique, informée par la presse locale, vit ressurgir l'histoire macabre de 2010 dans laquelle Jacob Evans avait perdu la vie. La famille d'Ethan n'assista pas au procès, préférant conserver l'anonymat. De son côté, le jeune homme demeura dans l'ombre et transmit son dossier de preuve par le biais d'un avocat d'une association d'aide aux victimes. Il n'apparaissait pas officiellement comme témoin principal afin de se protéger. Quand le verdict tomba, il lui fut simplement indiqué que la bande paierait enfin pour ce crime. Manny Harris fut condamné à une longue peine de prison, non seulement pour meurtre, mais également pour blanchiment d'argent et corruption, scellant ainsi son ascension et sa chute. Marcus et Leonard écopèrent, eux aussi, de lourdes peines d'emprisonnement pour leur rôle actif dans l'assassinat de Jacob Evans. Dans les mois qui suivirent Pato le procès, des remous secouèrent l'administration municipale. Plusieurs politiciens impliqués dans les magouilles de Manny Harris furent mis en examen. Certains démissionnèrent, d'autres furent jugés pour entrave à la justice et abus de pouvoir. Les médias se saisirent de cette affaire, épluchant les connexions entre les réseaux criminels et les cercles d'influence. L'attention retomba, finalement, à mesure que le système cherchait à panser ses plaies et à se concentrer sur de nouveaux sujets. Mais dans le quartier d'Oakland, où vivait la famille Evans autrefois, les habitants ne purent s'empêcher de ressentir une étrange forme de soulagement teinté de malaise. L'affaire révélait que ce meurtre barbare prenait racine dans un enchevêtrement de mensonges, d'accords illicites et de trahisons. Pour Ethan, rien ne serait plus jamais pareil. Il était revenu dans sa ville natale pour venger son père, mu par un désir de justice viscérale, convaincu de réhabiliter la mémoire d'un homme qu'il croyait irréprochable. Pourtant, il découvrit que Jacob avait largement trempé dans le crime qu'il prétendait combattre. Cette vérité impitoyable força le jeune homme à reconsidérer l'image qu'il s'était forgée de son père. Il parvint néanmoins à faire éclater la justice, du moins en partie, en exposant à la lumière du jour les responsables de ce meurtre. Mais la satisfaction fut amère, car cette victoire confirmait que la figure paternelle qu'il vénérait tant n'était pas la même personne dans l'ombre. Lorsque l'affaire fut close, Ethan décida de quitter Oakland. Il estima avoir accompli la mission qu'il s'était fixée depuis l'enfance. De nombreux habitants, qu'il avait croisés pendant son séjour, se souvinrent ensuite d'un jeune homme discret, le regard lourd de désillusion, emportant avec lui un bagage trop lourd pour son âge. Sur le quai d'une gare routière, il regarda une dernière fois la silhouette du port industriel et des entrepôts délabrés. Il avait appris que le mal n'existait pas seulement chez les autres, et que la frontière entre victime et coupable pouvait se brouiller aisément, surtout quand on pénètre trop loin dans les arcanes du crime. Certains racontent que cette histoire laissa dans le quartier une leçon. Chacun peut à la fois être bourreau et victime, et aucune apparence ne saurait dire la vérité sur la vie d'un individu. Pour ma part, je ressens encore une émotion particulière en repensant au courage et au désespoir d'Ethan, qui a dû à la fois pleurer son père et accepter la face obscure de cet homme. Je suis heureuse d'avoir pu partager avec vous cette affaire peu commune, où la recherche de justice s'est heurtée aux vérités inconfortables d'un passé trouble. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. J'espère que vous continuerez à regarder les enquêtes que je vous propose, car cela me tient beaucoup à cœur.
Je vous invite à cliquer pour voir d'autres récits tout aussi captivants. Je suis sûre qu'ils sauront éveiller votre curiosité. Je vous souhaite une excellente continuation et j'ai hâte de vous retrouver très vite dans une nouvelle affaire. Prenez soin de vous et à bientôt.